Donc c'est quand même encore un problème vraiment très important et inquiétant. Mais je pense en termes de surface déforestée, on est largement au-dessus avec, si on cumule le soja, le palmier à huile, toutes ces grandes exploitations, toutes ces grandes monocultures. Et les dommages souvent sont bien plus importants parce que, alors c'est pas vrai pour toutes les exploitations forestières, hein, mais il y a quand même des exploitations forestières qui font de l'exploitation sélective. Donc la forêt reste malgré tout. Bon, elle est abîmée, mais elle reste. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand les Chinois s'en mêlent. Et eux, en général, ils sont plutôt des adeptes de la coupe à blanc, et donc ils font table rase de tout ce qui existe. Mais les Européens, en tout cas, notamment en Afrique, ont tendance quand même à favoriser l'exploitation sélective, bon, avec évidemment tous ces à côté. Mais évidemment, les monocultures, bah là, de toute manière c'est une coupe à blanc avant ou des feux de forêt. Donc évidemment, la conséquence en termes environnementaux derrière est bien plus importante. Parce que là, ça veut dire donc désertification et érosion. Complètement, oui, oui. Parce que pour Costa Rica, j'avais été étonné par les chiffres. Donc là, dans mon article, je parle des 2320 Ouais. tonnes par seconde hein, qui partent dans l'océan. Et j'avais été étonné par le chiffre de Costa Rica. Pour un tout petit pays, c'est quasiment 1 milliard de tonnes Ouais. par an. À cause évidemment de cette déforestation galopante pour les bananes, les plantes ornementales et les ananas. Donc je présume qu'un pays comme l'Indonésie, qui installerait 16 millions d'hectares de palmiers à huile, la déforestation que ça va générer, l'érosion des sols, là on va, Ah bah je pense complètement. qu'au niveau planétaire, c'est plus à 2320 tonnes par seconde Ah. qu'on va être avec de telles déforestations. Puis bon, en ce moment, tout le monde parle du réchauffement climatique. Ça commence à devenir un peu le dada des médias et du public qui se sent maintenant concerné par le réchauffement climatique. Bah oui, mais la première raison de ce réchauffement climatique, c'est quand même la déforestation. Et ça, tout le monde l'oublie. Parce que oui, il y a les gaz, tout ce qui est émis dans l'atmosphère, tout le CO2 qui part dans l'atmosphère. Mais la déforestation est, à mon sens, au moins aussi importante, voire plus importante, parce que dès qu'on coupe une forêt, l'effet de ce qu'on appelle l'albédo, la surface, l'énergie solaire qui est réfléchie par rapport à l'énergie solaire incidente, est beaucoup plus importante. Et donc, ça fait ping-pong, quoi. L'énergie solaire arrive sur un sol mis à nu, pouf, elle repart en quasi-totalité vers l'atmosphère, et évidemment contribue au réchauffement climatique, sans parler du dérèglement des cycles hydrologiques au niveau planétaire. Donc voilà, on a un trio gagnant entre l'érosion, la désertification et le réchauffement climatique. C'est tout gagné. Et ça, personne n'en parle. C'est ça qui m'étonne. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun expert qui met ça en valeur que si on détruit les forêts pour faire des carburants végétaux, soi-disant pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est tout l'effet contraire qu'on fait en fait. Oui, ben, faudrait. Parce que Pimentel l'a déjà prouvé aux États-Unis pour tout ce qui est éthanol, en Oui, disant qu'il était clair pour lui que l'éthanol allait réchauffer la planète plus que le pétrole, la façon dont on oui. produisait. Ah bah, de toute façon, ça va être la même chose parce que la production de ces agrocarburants, de toute façon, en termes de bilan énergétique, c'est quand même relativement catastrophique. C'est pas du tout ce qu'on annonce partout, justement, en apposant le petit mot bio devant. On fait croire aux gens que c'est génial. En gros, on met sa canne à sucre ou son morceau de maïs dans son réservoir et hop, ça roule. Non, c'est pas tout à fait ça. Votre livre, vous l'avez sorti quand Il est sorti le 1er mars cette année. Oui, c'est oui, c'est tout récent. récent. Et quel est son accueil? Parce que j'en avais même pas entendu parler et j'ai eu la chance de tomber sur un article sur eBay. Oui, Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc quel est son accueil alors moi, les échos que j'ai pour l'instant, il y a un bon accueil. Moi, j'ai fait pas mal de radio, donc il y a vraiment un bon accueil au niveau des médias radio. La presse un peu moins. Et puis par contre, mon attaché de presse me disait que bon, ça commence doucement. Enfin, elle a l'impression que c'est pas au niveau du public, c'est timide, que les gens ne se sentent pas concernés. Bon, elle interprète ça comme le fait que les gens ne se sentent pas vraiment concernés, alors que bah oui, ça peut paraître loin toutes ces forêts, mais en fait, ça se passe aussi juste au-dessus de nous. Enfin,
ce qui se passe sous les tropiques a une influence directe sur ce qu'on vit ici au quotidien, au niveau notamment du réchauffement climatique. Et là, tout ce qu'on a évoqué, ça vous l'avez décrit dans le détail dans l'ouvrage. Oui. Donc les agrocarburants, tout ça, le palmier à huile. J'ai tout un chapitre sur l'histoire du palmier à huile. Et bon, c'est pas un chapitre détaillé sur les agrocarburants, mais j'en parle. Bon, je l'évoque en tout cas dans un paragraphe à l'intérieur de ce chapitre palmier à huile. Évidemment, les arbres OGM, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le problème, tout ce qui va autour en fait de ces forêts qui disparaissent. Parce qu'en Asie, les arbres OGM, bon, a priori, si j'ai vu au Cambodge, c'est avant tout les eucalyptus qui sont transgéniques qu'ils installent. A priori, ou il y a d'autres encore. Non, il me semble que c'est beaucoup les eucalyptus. Ouais. En Indonésie aussi, je crois. Ouais. Pour la pâte à vanille là-bas. Oui. Et essentiellement pour le carton, en fait, plus que d'ailleurs le papier en lui-même. Enfin, tout ce qui est emballage, ça c'est vraiment le truc qui a explosé depuis quelque temps, mais parce qu'on crée des besoins qui n'existaient pas avant. Ah oui, puis ça nous rapproche de l'agriculture, parce que maintenant, quand on voit ce qu'était l'agriculture, même un siècle en arrière, et ce que c'est devenu maintenant, donc l'industrialisation de l'agriculture passe aussi par le cartonnage. Oui. Évidemment. Ah bah complètement. Ah oui. Bien. Bah, vous l'avez le livre ou pas? Parce que je vais vous le donner. On fera un échange. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions, parce que c'est clair que si j'avais un petit peu le... Mais bon, ça m'éclaire déjà pas mal. Il est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, la déforestation... Et c'est fou, parce que vous verrez, en fait, je me suis un peu intéressée à tout, parce que c'est vrai qu'au départ, moi, c'était les orang-outans, donc j'étais vraiment très bébête. Et puis en fait, je me suis aperçue que tout ça, c'était un problème géopolitique, économique, social, mais un truc qui dépasse l'entendement, ou qui dépasse ce qu'on peut imaginer. J'ai commencé à m'intéresser un peu au fonctionnement des institutions financières internationales, et alors là, j'ai été un peu abasourdie par ce que j'ai pu lire, voir, entendre. Et pareil, j'ai découvert tout le problème de biopiratage. Ça, vous connaissez, j'imagine, très bien. Et c'est hallucinant, c'est inimaginable quand on n'est pas au courant, parce qu'on n'a pas été confronté à la chose sur le terrain. C'est incroyable. Il y a des choses complètement hallucinantes. Et là, on va dire, première question, si on parle de biopiratage, quel est le vecteur du biopiratage sur place? Ce sont des ONG, Il y a beaucoup d'ONG qui sont impliquées, et puis après des entreprises, notamment pharmaceutiques, qui envoient directement des gens prospecter dans les zones qui les intéressent, souvent en forêt tropicale et auprès d'ethnies qui vont utiliser des plantes à vertu médicinale, etc. Donc ça peut passer par les scientifiques, qui vont être par exemple envoyés par des grosses multinationales, notamment pharmaceutiques, ou alors après éventuellement aussi par des ONG. Les multinationales pharmaceutiques, c'est qui? Merck par exemple? Je crois qu'elles sont toutes plus ou moins impliquées, parce que je lisais qu'elles ont en fait un problème, c'est que les durées de vie de leurs médicaments, avant que ça ne passe dans le domaine public, est relativement réduit. Donc pour faire un bénéfice énorme et pour augmenter leurs bénéfices comme les actionnaires le demandent chaque année, elles sont obligées de renouveler leur stock de médicaments, de créer des nouvelles molécules, etc. de manière super régulière. Et donc maintenant on se tourne vers les forêts tropicales, qui sont devenues un peu le laboratoire pharmaceutique de demain. Alors on les rase d'un côté, mais de l'autre côté on dit mais oui, mais c'est un réservoir incroyable, ça recèle déjà, la biodiversité on n'en parle pas trop, mais les substances médicinales on en parle vraiment beaucoup. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en général on va un peu voler les substances aux gens et les savoirs, parce que le problème c'est aussi les savoirs. Et il y a par exemple au Costa Rica, il y a est-ce que c'est une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, qui s'appelle InBio,